Bonjour tout le monde. On va attendre très rapidement que les autres viennent aussi et on commence. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour Anna, bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci de l'invitation. On est honoré de vous recevoir toutes et tous. Je suis Salah Tilmeizi, donc c'est moi qui va modérer ce panel. Enchantée. Bonjour tout le monde. On aurait bien aimé vous recevoir en présentiel. Les temps sont ainsi. Oui, ça aurait été beaucoup plus sympa, n'est-ce pas? Ouais. Il fut un temps pas si lointain, on faisait ça à la Renaissance, on était bien. Ah, c'est sympa ça, ouais. Bonjour tout le monde, ravie de vous voir ici, tous et toutes. Moi, je suis Ilham Siba. Je crois que la majorité on se connaît, mais avec Madame Polanco, on ne s'est pas encore vu. Donc, ravie de faire votre connaissance. On attend deux autres personnes et on va commencer normalement à temps, Inch'Allah. Le panel, il ne sera pas diffusé en ligne, mais il y aura un recording juste qui va rester à la fondation. Donc, on va pas le diffuser. Donc, voilà, je suis sûre que vous êtes dans de bonnes mains avec Salah Ad-Din et voilà. Merci. Merci.
Donc, comme je vous ai expliqué dans le mail que je vous ai envoyé, en fait, on va essayer de scinder la discussion en deux axes, en deux parties, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'imagine que chacun des intervenants aura des choses à dire. Donc, on va essayer de prendre 5 minutes, un premier temps de parole. On essaiera de répondre à la première question qui fixe l'agenda, selon les positions et les expériences de chacun. Et ensuite, on passera au deuxième axe avec par rapport aux stratégies, recommandations, solutions, des choses à améliorer, surtout dans la deuxième partie. Super, merci. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Bonjour, c'est Abbas Salik. Ça Bonjour va, tout le c'est monde. Rachid. Barakallah fik, merci. Et bonjour à tous et toutes. Merci pour être venus et merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, merci pour l'invitation. Oui, merci de même. Ouais. On attend encore deux personnes. Ah, Thomas, il vient. D'accord, Oui, super. bonjour, excusez pour mon petit retard. Salut Thomas. Bonjour Thomas, enchanté. Bonjour, enchanté. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présent. Je vais présenter chacun de vous, mais rapidement, juste en quelques mots. Si vous voulez compléter des choses par rapport à votre biographie, votre parcours, des choses que vous faites qui pourront situer les téléspectateurs par la suite lors de la diffusion enregistrée, n'hésitez pas. Et Saladin, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec Ilham sur la question comment on peut interagir pour les spectateurs qui vont venir pour poser des questions. Est-ce que tu vas donner quelques éléments au début juste pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire si on veut prendre la parole plus tard pour la part questions-réponses, justement pour éviter qu'il y ait des gens qui, je sais pas, juste commence à parler, même si on peut juste muter le micro. Je vais demander quand quelqu'un prend la parole de l'ensemble des personnes qui sont avec nous, à part les intervenants, par les 5 intervenants, de désactiver leur micro, mais il y a une période de questions-réponses s'il y a des participants. Or, les panélistes, de poser une partie, à un moment, des questions. Après les 2 temps de parole. C'est pour ça qu'on a limité le temps de parole un peu. Après, s'il n'y a pas de questions, on pourra prolonger la discussion s'il y a des choses à compléter, à ajouter. Super, merci. On devrait démarrer dans 3 minutes.
Ilham, si M. Demba n'est pas là, on peut démarrer en attendant qu'il nous rejoigne. Ok, ok. Bonjour Salahdin. Oui, on va juste maintenant à 16 heures laisser parce qu'on a limité la rentrée des gens, donc on va laisser les gens accéder et on commence dans 1 minute, le temps que M. Dembafol arrive. Ok. Ok. Donc, on va démarrer si vous voulez bien. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier panel du Carrefour de la migration, la 5e édition. Cette 5e édition a pour thématique le rôle de la société civile. On a démarré avec les keynote speech de Madame Diaye, qui était responsable politique, membre d'une organisation internationale qui est l'OIM, qui nous a parlé de sa vision par rapport au rôle que devrait jouer la société civile. Et on prolonge cette discussion d'un point de vue un peu plus polyphonique, disons, pour avoir plusieurs voix, pour avoir la voix de la société civile, du chercheur, de la coopération internationale, bilatérale. On va avoir le point de vue de l'acteur de la société civile locale, mais aussi continentale. Donc, merci à toutes et à tous d'être là pour ce premier panel qui est la relation entre société civile et bailleurs de fonds étrangers qui fixe l'agenda. Cette thématique, elle comporte beaucoup d'a priori, d'idées reçues, stéréotypes. On ne va pas se le cacher. Mais aussi des choses qu'il faudrait discuter et peut-être crever l'abcès de ces idées reçues et voir comment ça se passe dans la réalité entre acteurs de la société civile et bailleurs de fonds. Je rappelle que dans nos pays du Sud, souvent les acteurs de la société civile sont accusés d'être soit ennemis au service de l'étranger parce qu'ils reçoivent des fonds de l'étranger, ou bien parce qu'ils s'appuient dans leurs actions sur les bailleurs de fonds. Mais en même temps, il y a de l'instrumentalisation de certains bailleurs de la société civile, notamment dans la question migratoire. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de poser ces questions, toutes les questions possibles. Le Carrefour nous a habitués à poser ces questions. L'année dernière, je rappelle qu'on avait posé beaucoup de questions sur l'intégration, mais on est allé au fond des choses, au-delà de rester dans l'aspect superficiel. Donc, j'invite mes invités aujourd'hui à débattre le plus librement possible, poser toutes les questions qu'on devrait pouvoir poser autour de ces questions-là. Et on les remercie d'avoir aussi accepté notre invitation. Donc, avec nous aujourd'hui, cet après-midi, Rachid Bedouli, qui est directeur de la Fondation Orient-Occident, acteur majeur au niveau de la société civile marocaine, travaillant avec les personnes réfugiées notamment. Anna Palanso-Porras, experte en coopération technique au sein des labels, coopération belge. Thomas Speaker Bauer, qui est universitaire de l'Université d'Amsterdam et coordinateur du réseau Migration and International Law in Africa, qui est le MILAMET. C'est bien d'avoir un regard de chercheur universitaire autour de ces questions. Va nous rejoindre, si ce n'est pas encore fait, Papa Dembefal du réseau d'études de migration internationale africaine pour une vision un peu plus large que celle sur le Maroc, pour nous parler aussi peut-être ce qui se passe sur le continent. Donc, on va démarrer on va scinder la discussion en 2 temps. Un premier temps pour répondre à cette question qui est toute simple et toute compliquée, qui fixe l'agenda dans ces relations. Et on va démarrer avec Rachid. C'est Rachid, à vous la parole pour nous parler de ça en 5 minutes, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un appel.
Oui, merci pour l'invitation. Merci. Donc, j'attendais que la parole soit donnée aux bailleurs de fonds avant la société civile parce que j'aimerais bien, parce que la réflexion sera, c'est interactive en fait, mais c'est pas grave. Moi, je vais commencer. Je ne sais pas comment ça va se passer le panel. Est-ce qu'il y a de la réactivité, de l'interaction en même temps parce que c'est un panel de discussion et d'échange. Donc, la première question, moi, je vais commencer par une interprétation de la situation actuelle, vu mon expérience dans le domaine de la migration et autant acteur de la société civile qui représente la Fondation Orient-Occident. Et avec les bailleurs de fonds, je peux dire que c'est une situation un peu complexe. Ce n'est pas facile, la relation qui existe entre le bailleur de fonds et la société civile. Tout simplement parce que la société civile, comme vous savez, il est proche de la réalité. Et les bailleurs de fonds, parfois, quand ils arrivent, ils arrivent avec des idées, avec des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et toujours cette relation, elle est un peu, comment dirais-je, elle est très tordue. Rachid, si tu peux parler plus fort, comme ça on t'entend bien. Vous ne m'entendez pas bien? Oui, si je tu suis peux dans parler une juste un zone, peu en plus fait. fort. Voilà. Non, en fait, parce qu'il y avait un téléphone qui en fait, c'est pour ça. Donc voilà, j'ai dit que la relation entre la société civile et les bailleurs de fonds, c'est une relation un peu complexe. C'est une relation vraiment qui entre une société civile qui recherche les fonds pour financer, par exemple, des actions qui, avec proprement dit, qui sont proches de la réalité. Et on a des bailleurs de fonds qui, par exemple, qui ont un agenda, qui ont des axes prioritaires, par exemple, qui viennent et qui disent, voilà ce qui nous intéresse, par exemple, pour les 3 ans à venir et les 4 ans à venir. Donc, cette relation, il est un peu, si on peut concrétiser, par exemple, on peut dire, voilà, que les acteurs de la société civile, de toute façon, toutes les associations, les ONG qui travaillent dans le terrain, qui sont proches de la réalité, il y a des priorités. Et parfois, le bailleur de fonds ne comprend pas cette priorité. Il n'arrive pas. Donc, il peut dire, voilà, il faut faire ce projet tel, il est façonné de telle façon, vraiment, il est façonné de telle manière que c'est le bailleur de fonds qui dicte, en fait. Donc, on est dans une position d'un bailleur de fonds qui dicte. En contrepartie, on a des positions, par exemple, des acteurs de la société civile qui reçoivent, qui sont obligés, je veux dire, et c'est la réalité, je parle tout franchement, qui sont obligés de répondre aux besoins de bailleurs de fonds sans contredire, mais avec les contraintes. Et la question qu'on pose après, quel est l'impact? Moi, je pose cette question. Quel est l'impact de tous ces projets, par exemple, si on fait une lecture de tous les financements qu'on a reçus, pas seulement la société civile au Maroc en général, la migration, quel est l'impact? On trouve toujours les mêmes projets qui se dupliquent, la duplication des projets, on change juste les titres, on change juste les manières, mais c'est le même projet, par exemple, qui existe maintenant actuellement, c'est le même qu'il y a eu en 2004 et qui n'a pas réussi, qui n'a eu aucun impact, et ainsi de suite. Donc, moi, je parle, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est mon opinion. Mon opinion, c'est que les bailleurs de fonds, par exemple, ils ne disent pas on va faire, je dis par exemple, se poser, faire l'autocritique et de dire voilà ce que nous avons fait pendant, par exemple, 15 ans. Est-ce que là, on a réussi, là, on n'a pas réussi? Et changer notre manière de faire. Et quelle est aussi la question qu'on pose quand on dit, par exemple, l'accompagnement de la société civile, transfert du savoir-faire, transfert des compétences, on se retrouve toujours dans la même situation. Donc,
la même situation, on va dire, ouais, on s'est amélioré, que la société civile au Maroc actuellement, c'est pas la même en 2004, en 2005, non. Je peux dire qu'en réellement, au contraire, pendant les élections, nous avons montré clairement que la société civile, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas encore arrivée au stade d'être autonome dans sa décision, dans le financement, dans la décision de prise, la prise de décision, aussi dans dans sa philosophie qui n'arrive pas vraiment à construire. Et ça, c'est pas seulement au Maroc. Hein. Quand on voyage en Afrique, on trouve la même chose. Et à un certain moment, on se posait la question, est-ce que vraiment ce développement, parce qu'on parle beaucoup de développement, des bailleurs de fonds, des ONG internationaux, etc., qui font des choses en Afrique pour le développement, finalement, on dit, est-ce que vraiment on fait le développement, on fait le contre-développement? C'est ça la question qu'on pose tout. Et c'est la vérité, parce qu'on trouve que la population est très en qualité, on trouve que c'est beaucoup, mais quand même, si on vraiment, on voit tout. C'est Rachid, si vous permettez, je vais vous... Rien qu'au Maroc. C'est Rachid, si vous permettez, je vais vous... Oui. Merci pour ce premier mot d'introduction. On dresse le décor. Le décor est bien installé par rapport à l'expérience d'une fondation, une ONG marocaine, par rapport à un retour d'expérience intéressant. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Sarah Pristiani. Je ne l'ai pas cité parmi nos invités. On est heureux de vous recevoir aussi. Sarah Pristiani est responsable au sein d'Euromed droit du programme Migration et Réfugiés. Merci d'être là. Donc, on va enchaîner avec Anna Polanco et d'Enabel pour nous parler un peu du retour d'expérience d'Enabel, qui est une agence de coopération belge, l'agence de coopération belge par rapport à cette relation. Comment se construit cette relation? Super, merci beaucoup, M. Salehdine. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier déjà, remercier les organisateurs et ravi d'échanger aujourd'hui avec les autres intervenants de la table ronde. Monsieur Badouli a déjà lancé pas mal des axes et des pistes d'échange assez intéressants. Permettez-moi tout d'abord peut-être de vous présenter brièvement Enabel. C'est quoi Enabel? En fait, c'est l'agence belge de développement et son but, c'est de vraiment accompagner ces partenaires institutionnels à mettre en œuvre leurs projets et leurs politiques publiques. Ça veut dire que dans les cadres de la migration et au niveau du Maroc, ça implique en fait que notre intervention vise à accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Pour cela, nous travaillons à travers des interventions, des projets spécifiques qui sont en cours d'implémentation sur des thématiques diverses, notamment l'amélioration de l'employabilité des personnes migrantes, l'accès aux droits ou la territorialisation des politiques au niveau régional. Pour arriver, on va dire, à la mise en œuvre de ces interventions-là, on part carrément d'une formulation conjointe qui est faite de manière participative avec nos partenaires nationaux au niveau du Maroc, mais aussi avec des échanges avec la société civile et des consultations avec les personnes migrantes et réfugiées. Et en fait, Enabel, je pense, j'ai travaillé dans d'autres organisations auparavant et vraiment, il y a au niveau d'Enabel, on accorde assez du temps à la période de formulation pour pouvoir effectivement partir. Et M. Badouli l'a dit tout à l'heure, hein, la richesse aussi et la valeur ajoutée de la société civile, de bien connaître les défis et les blocages au niveau du terrain, mais aussi de la population cible finale qu'on essaye quand même d'impliquer au niveau de la formulation. Ça veut dire que nous, finalement, nous sommes en fait une agence technique d'exécution. Nous ne sommes pas proprement dit un bailleur de fonds international. Nous agissons en fait pour mettre en œuvre
d'un côté la politique belge de développement, mais toujours en ligne avec les priorités nationales de nos pays partenaires. Et, et ça veut dire que la collaboration qu'on établit avec la société civile s'inscrit dans ces cadres de travail préétablis qui est défini au niveau macro. Si je prends un cas concret, qui est les cas du projet Amoudou, dont je suis la responsable pour l'exécution, c'est un projet qui vise à améliorer l'employabilité des personnes migrantes ici au Maroc. On les met en partenariat avec la direction des affaires de la migration, l'entraide nationale, l'ANAPEC et plusieurs organisations de la société civile. Il y a la MAP, Remez, CARE, AGIAL, Éco Communication. Et là, en fait, notre relation avec ces organisations de la société civile, c'est une relation partenariale pour nous. Ce sont des partenaires clés pour pouvoir atteindre la mise en œuvre des projets, atteindre les résultats escomptés, mais sur une logique aussi de complémentarité où on vise à renforcer la complémentarité entre les attributions des institutions publiques et les rôles de la société civile. On voit ça aussi depuis une logique de décroisement des informations disponibles, effectivement, de pouvoir valoriser on va dire, cette valeur ajoutée de la société civile, des connaissances du terrain et des remontées de l'information, des défis et des blocages que les politiques publiques peuvent retrouver dans la pratique, la mise en œuvre de tous les jours sur les terrains. Et dans le cas de cette intervention concrète, par exemple, on a établi des collaborations avec la société civile à travers deux axes ou deux approches, en fait. La première, c'est sur la base de répondre à un besoin concret. C'est-à-dire, par exemple, des opérateurs de la formation professionnelle publique qui offrent et qui ouvrent ces services à la population migrante, mais qui retrouvent des soucis pour pouvoir bénéficier de ces formations-là, dû déjà à des difficultés d'accès à un moyen de transport, etc. Du coup, le fait de pouvoir établir une collaboration partenariale avec la société civile permet en fait de combler ces défis et de voir, dans les cas concrets, par exemple, du projet Amoudou, octroyer des bourses qui permettent l'accès aux formations professionnelles des personnes migrantes et réfugiées. Pour arriver à ce type de collaboration, pour les cas concrets où on a identifié un besoin, on lance un appel à proposition qui inclut un cahier des charges assez détaillé. Mais ce cahier des charges, il est basé sur un diagnostic qui a été défini au préalable avec nos partenaires institutionnels, mais aussi avec des échanges avec la société civile et les personnes migrantes elles-mêmes. Ça, c'est, on va dire, une approche de travail. Le deuxième approche de travail, c'est en fait, ou le deuxième objectif, c'est en fait de veiller à proposer des innovations ou de nouvelles manières de travailler. Et l'idée, c'était dans le cadre du projet Amoudou d'inciter aussi un peu l'innovation au niveau de la société civile. Et pour cela, on a lancé un appel à proposition encore qui était beaucoup plus générique, beaucoup plus ouvert, où les organisations de la société civile proposaient des pistes ou des actions pilotes à réaliser. Et l'objectif derrière, c'était en fait de créer l'opportunité pour la société, pour les organisations de la société civile, de tester de nouvelles approches. Du coup, je dirais que là, voilà, vous voyez en tout cas de la part d'Enabel, dans ces cas concrets, différentes manières d'établir la collaboration avec les organisations de la société civile. Et je vais m'arrêter pour l'instant là-bas et on pourra continuer par la suite. Merci. Merci Anna pour ce cadre-là de la coopération, montrer comment travaille une agence de coopération, et notamment un bailleur de fonds aussi, comment il travaille concrètement sur le terrain, et comment il construit sa relation avec des normes, des process, de la consultation avec la société civile et tout. Merci beaucoup Anna. Pour ce son de cloche d'un bailleur de fonds.
on va enchaîner maintenant pour avoir un regard un peu plus, un regard, disons, un peu plus reculé, mais plutôt aussi intéressant. Un regard, disons, qui va prendre un pas de côté par rapport à ce qui se passe. C'est celui de l'universitaire. Donc, Thomas, est-ce que vous pourrez nous parler de cette fixation de l'agenda? Comment elle se déroule au niveau régional, mais aussi au niveau international? Les relations entre société civile et bailleurs de fonds, c'est quelque chose qui est valable au niveau européen, au niveau du Global South, mais aussi le Nord. Oui, volontiers, merci. Merci pour l'invitation. Ça me fait un plaisir et c'est un honneur de participer à cette réunion. Je crois que c'est bien quand je clarifie un peu d'où je viens. Je fais partie d'une initiative qui vise à financer des chercheurs académiques en Afrique et au Moyen-Orient pour des projets de recherche indépendantes dans le champ de migration et droit international. Et notre réseau veut soutenir ces chercheurs à publier leurs articles dans des revues internationales. Le projet a été développé par des académiciens au Nigeria, au Sénégal, Papademba Fall, son nom a déjà été mentionné, au Maroc, au Liban, en Turquie et aussi aux Pays-Bas et en Suède. L'approche unique de notre réseau est que nous ne cherchons pas à promouvoir des sujets ou des approches spécifiques, mais nous cherchons à donner à des chercheurs académiques en Afrique et au Moyen-Orient la possibilité et la liberté de développer et de présenter leur agenda de recherche à eux. Nous croyons qu'en accompagnant 25 auteurs 5 ans de suite, nous sommes convaincus qu'après 5 ans, et alors après 125 d'articles académiques dans des revues internationales, notre champ de recherche sera fondamentalement transformé par cette contribution du Global South. Avec un terme à la mode, nous cherchons à décoloniser la production du savoir et dans notre champ d'expertise qui est le droit de la migration. Alors, il nous est devenu clair pendant les années pendant lesquelles nous avons travaillé sur cette initiative que les fondeurs, les fonds internationaux ont tout leur agenda à eux, qui est évident. Les agences européennes de développement sont premièrement intéressés dans la construction des institutions de recherche. Ils ont un agenda dans ce champ ici, un agenda institutionnel. Et ils ne sont pas prêts à financer des projets de recherche, même quand ils sont ambitieux comme le nôtre. D'autre part, les fonctionnaires européens et onusiens dans le champ de politique de migration, ils sont intéressés dans l'idée de pouvoir prendre connaissance des points de vue qui peuvent être inattendus, mais ils ne croient ne pas pouvoir être impliqués dans leur financement, soit par peur d'absence de pertinence directe, soit par peur d'une pertinence directe, mais qui va contre leurs priorités politiques. Alternativement, même un grand fonds indépendant que nous avons approché et qui utilise le terme décolonisation de la production du savoir, decolonization of knowledge production, qui utilise ce terme dans ses présentations, nous a demandé, après des mois et des mois d'échanges, quelle pourrait être la valeur ajoutée de notre approche. Et notre réponse que la valeur ajoutée consistait de l'indépendance, voire la liberté, qui vient avec la décolonisation, cette réponse n'était pas ce que le fonds voudrait entendre et les rapports sont rompus après cela. Alors, toutes ces institutions ont des agendas très spécifiques et très contextuels qui sont à contre-courant avec l'idée d'autonomie qui est au centre de nos projets. Et c'est seulement, disons, avec beaucoup de respect, que la fondation Heinrich Böll, d'abord à Dakar et cette année à Rabat, qui a pris en effet à la lettre la notion de décolonisation de production de savoir et qui a financé 2 projets pilotes de notre initiative.
Alors, c'est ma réponse à votre question initiale. Merci Thomas pour cette expérience concrète qui montre un peu les enjeux aussi dans la construction du savoir scientifique lié à la migration et comment la circulation du savoir, elle est aussi otage, on peut le dire, des agendas et des priorités de chaque acteur entre le nord et le sud, et comment on peut aussi trouver du financement dans le sud, même s'il provient du nord, mais finalement vient du sud, pour financer de la recherche scientifique. On a vu l'appel à projet qui a été lancé autour de votre travail. On va enchaîner avec, je pense qu'on prend Sarah Cristiani. On voudrait bien vous entendre aussi sur ces questions-là. Vous suivez depuis de longues années ces questions, vous connaissez bien la thématique et vous êtes à Bruxelles, donc vous êtes dans ces enjeux-là. Donc, je vous laisse nous parler des agendas et des priorités Merci de beaucoup. côté de la Méditerranée. Oui, merci beaucoup. Donc, juste, je fais une brève présentation, tout un remerciement. Pardon, je pense que mon audio s'était débloqué. Non, je vous remercie pour la création de cet espace de dialogue sur vraiment une thématique qui est centrale pour l'action de la société civile. Moi, donc, je représente les réseaux Euromède Droit. C'est un réseau qui compte 65 organisations dans tous les bassins méditerranéens et nous travaillons sur différentes thématiques, la migration et l'asile, mais aussi les droits économiques et sociaux, la question du genre et la question de l'espace de la société civile et malheureusement son rétrécissement. J'aimerais plutôt répondre à qui devrait fixer l'agenda et je pense que l'agenda devrait être fixé notamment par les acteurs du terrain qui connaissent les enjeux d'un phénomène qui est vraiment très complexe comme je pense tout le monde sait bien et avec un rôle central de ceux qui sont les premiers acteurs de ces phénomènes, à savoir les migrants et les réfugiés. Aujourd'hui, la réalité sur l'agenda et qui la fixe est beaucoup plus complexe. Cette complexité est due au fait que la migration est devenue une thématique centrale qui croise de plus en plus des enjeux géopolitiques et qui prend de plus en plus, notamment à partir de 2015, une approche qui peut aussi avoir des tendances à la logique de la conditionnalité entre la thématique de la migration et d'autres dossiers de nature géopolitique qui intéressent notamment les Maroc, mais aussi toutes les régions tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et donc, voilà, nous voyons aujourd'hui vivre de la part d'une approche de plus en plus présente, notamment si je pense aux institutions européennes qui sont aussi à la fois bailleurs, d'une approche qui a plutôt une tendance sécuritaire de la gestion de la migration et de l'asile. Je crois que, par exemple, pour ce qui concerne les Maroc, il y a un bon exemple, l'institution du Fonds fiduciaire pour l'Afrique qui aujourd'hui se concentre principalement sur des projets de gestion des frontières avec un parti présent mais minoritaire des projets de protection des migrants et des réfugiés. Comme je le disais souvent, la question de la migration, et ça c'est vraiment dans les dialogues entre les institutions européennes, les pays africains concernés et la société civile, se centre plutôt sur une logique d'une agenda qui est celle plutôt de l'agenda souvent des institutions européennes, plutôt que l'agenda des pays concernés, hein, les Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, avec un impact qui souvent va bien au-delà de la question migratoire et celle de la priorité de la protection des migrants et réfugiés souvent reste marginale. Dans ces cadres-là, en plus, je tiens à rappeler qu'il y a des grands absents de la mise en place de cet agenda et de la priorité souvent des bailleurs plus institutionnels qui, par contre, c'est une réalité qui est face à nos yeux de façon très préoccupante. Je cite parmi d'autres, par exemple, l'augmentation des morts en Méditerranée, que ce soit dans la Méditerranée centrale, que ce soit dans la Méditerranée orientale, tout près du Maroc, la route des Canaries, qui compte un nombre accablant de morts. Par exemple, il y a des solutions assez évidentes pour mettre fin à cette hécatombe. Cette proposition, c'est vraiment la mise en place d'ouverture des voies légales d'accès au territoire
européen. Et souvent, pourtant, ce n'est pas ces projets qui sont privilégiés dans l'agenda et c'est plutôt des projets de gestion des frontières. Si, par exemple, on regarde les contextes des pays de la rive sud, il faudrait mettre au cœur de l'agenda et des priorités la mise en place d'un cadre législatif des protections des migrations et d'asile qui donc tient en considération à la fois des processus de régularisation, mais aussi des processus de protection qui ne soient pas en contradiction avec une logique de départ vers l'Europe ou des protections dans les territoires des pays de la rive sud de la Méditerranée. Voilà, donc pour résumer, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de recadrer les acteurs qui fixent l'agenda par rapport, donc, et définir ces acteurs plutôt dans ceux qui vivent directement la réalité de la migration, donc les migrants et les réfugiés, mais aussi la société civile qui les accompagne dans cette rôle de protection et tous les acteurs, les organisations internationales, aussi les agences de coopération qui ont un rôle central dans les pays où les migrants et les réfugiés vivent, mais recentrer aussi les thématiques, les priorités, vraiment bouleversant la logique sécuritaire et la logique de la conditionnalité à faveur d'une logique de protection et de mise en place des cadres législatifs. Dans tout cela, je pense qu'il y a un rôle central qui est joué par notamment les fondations et les acteurs indépendants des financements pour préserver ces rôles d'indépendance de la société civile dans la notification des actions et des priorités que j'ai citées tout à l'heure et qui permet de quelque façon de renverser la logique pour que les centres de l'action soient la protection des personnes et pas que la protection des frontières telles qu'aujourd'hui souvent on les vit. Merci Sarah pour encore une fois de rappeler aussi le rôle de certains instruments qui est le fonds fiduciaire et qui, lui, c'est le fonds finalement qui fixe les agendas et comment les projets sont pris et aussi lesquels devraient être les priorités, notamment avec ce qui se passe en Méditerranée, notamment les morts en mer. Et aujourd'hui, on les voit aussi que cette épidémie des morts en mer se prolonge sur la Manche avec ce qui s'est passé récemment. Et ça montre aussi l'absurdité de ces politiques qui font tache de huile finalement, les politiques sécuritaires et qui causent des drames tout à fait inévitables. Si on avait posé les bons projets, en tout cas d'avoir réfléchi autrement aux questions migratoires. Je voudrais saluer toutes les personnes qui se sont joints à nous. On aura un temps de parole et de questions précisément après un deuxième tour de table. Donc, on les remercie d'être là et de suivre avec nous ce débat et ça témoigne de l'intérêt de la thématique, de la confiance qu'ils ont dans le carrefour de la migration. Je voudrais vous poser une deuxième question, mais après ce premier tour de table sur les constats, quels seraient pour vous, si je vous demande les pistes de solutions, mais aussi comment on peut revoir cela, mais concrètement, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en premier, Rachid, Anna, ou Thomas ou Sarah. Je vous laisse, peut-être on commence par Anna. Comment on peut, pour éviter ou améliorer le fonctionnement de ces fonds, de ces financements? Merci, hein, merci beaucoup et merci aussi pour la discussion très, très intéressante. Moi, je dirais peut-être quelques pistes de réflexion pour lancer un moi, je dirais partir déjà d'identification des objectifs. Nous, au niveau des NABEL, nous agissons pour un domaine qui permet le développement des choses, que cela soit quand même un choix conscient et que ça contribue à durable. Et notre stratégie s'aligne aux priorités de l'agenda 30. Il y a des problèmes de son. Je crois qu'il y a un problème de son. Peut-être que vous pouvez désactiver la vidéo. Je désactive la caméra? La caméra, je veux dire. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, oui, oui. Sinon, je me connecte. C'est bon? Parfait. Alors, une première piste, c'est
de partie de l'identification des... Je crois que le son continue la qualité si bonne, ou bien de changer la connexion peut-être, parce que là on ne vous entend pas très bien. On vous reprendra tout de suite après. Rachid Bedouli de la Fondation Orient-Occident, est-ce que vous êtes toujours là avec nous? On prend Thomas Oui, de je suis là. l'Université d'Amsterdam. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez, dans cette deuxième partie, quel serait comment faire pour que, par exemple, un projet de chercheurs universitaires qui veulent travailler sur des thématiques négligées ou invisibilisées puisse être pris par les bailleurs de fonds? Comment faire? La question est à Rachid ou à moi? C'est la même question. En fait, ça, c'est une question à vous. Alors, je crois qu'il y a trois possibilités. D'abord, on pourrait essayer à changer l'agenda des bailleurs, mais en tant que simple universitaire, je crois que c'est un peu trop pour notre réseau. Peut-être ça serait pour d'autres acteurs, mais pas pour nous. Alors, ça veut dire qu'il reste deux options. La première est de s'approcher de l'agenda des bailleurs. Et dans notre cas, on pourrait dire alors, d'accord, on va essayer à institutionnaliser notre initiative dans une université au Maroc ou au Sénégal. Pour plaire les agences de développement, où on pourrait se rapprocher aux agendas étatiques et promettre de faire des recherches qui seront très utiles pour l'agenda de l'Union européenne ou des Nations unies, où on pourrait se rapprocher aux agendas des ONG comme Oxfam. Mais ce sont des agendas très spécifiques et très européens. Alors, ça veut dire que quand on s'approche de l'agenda des bailleurs, on perd, dans notre cas, on avait peur de perdre l'essentiel du projet. Alors, nous avons choisi option 2 et de rester fidèle à notre agenda. Ça a résulté dans un financement minimal, très généreux par la Fondation Heinrich Böll, mais à un niveau minimal de notre projet. Et ce sont des projets de pilote. Et peut-être après cela, on peut prendre un prochain pas, mais ça sera quelque chose de longue haleine. Il faut activer le son. Merci, professeur, pour cette réponse très pédagogique et qui nous montre face au choix et au dilemme qu'on a. Et tout à fait pratique et qui implique des choix aussi politiques et stratégiques. Des organisations. Et de retour parmi nous, ou bien on reprend Rachid Bedouli. Oui, tout à fait. Je rejoins vraiment la réflexion de Thomas. Vraiment, c'est une réflexion, c'est par rapport aux agendas. Que les bailleurs de fonds, en général, ils ont des agendas précis. Et ces agendas, malheureusement, ils ne sont pas proches de la réalité ou des besoins même de la société civile. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on est obligé de faire avec, parfois. Mais parfois, on est obligé quand même de rester fidèle à nos principes et aussi à nos orientations stratégiques et de dire à un bailleur de fonds qu'on ne peut pas accepter tel ou tel projet parce que tout simplement, ça ne rentre pas dans le cadre et aussi ça nous nuit ou bien ça nous perturbe.
Vous savez, ça c'est une chose, mais malheureusement, dans le Maroc, ce que j'ai remarqué, moi, quand je parle pas de la Fondation Occident. Je parle en tant que représentant de la société civile et qui fait partie de la plateforme de la société civile marocaine qui travaille aussi dans le cadre de la migration et développement en général. Donc, voilà, mes remarques, vraiment, je peux dire clairement ce que mes collègues viennent de dire. Thomas, il a dit clairement, c'est que c'est pas facile, ça c'est vrai. Donc, au Maroc, c'est la même chose. Donc, vraiment, on est soumis parfois, je ne dis pas parfois, mais non, mais on est soumis quand même à des exigences, à des agendas qui viennent de l'Union, qui viennent de l'Europe, des agendas qui viennent des Nations Unies, des agendas qui viennent de même des ambassades ici, etc. Donc, des agences de coopération en général, parce qu'ils ont, voilà, ils ont déjà tracé leur feuille de route et leur stratégie. Ils veulent aller dans tel sens, un autre, sans, malheureusement, c'est ça la question, c'est pour cela que j'ai abordé, je l'aborderai, c'est quel est l'impact de tout ça? C'est ça la question qu'ils ont posée. On a vraiment financé des milliers de projets selon les exigences et les agendas des bailleurs de fonds. Mais quel est l'impact réellement? C'est ça la question qu'il faut poser. Quel est l'impact? C'est ça. Parce qu'on dit, voilà, chacun peut présenter son agence, ce qu'on fait, ce qu'on fait. Oui, on fait sur le papier, mais réellement, c'est autre chose. Je suis désolé de vous le dire. Là, je suis là pour alerter parce que c'est le moment, on rentre dans 2030, on s'approche vraiment de la révolution numérique, etc. Mais maintenant, actuellement, on travaille comme si on travaille dans les années 80, avec la même mentalité archaïque, c'est-à-dire de venir, c'est moi le bailleur de fonds, je te dis que tu vas faire, voilà mes exigences, voilà mon agenda, tu devras être soumis à cet agenda. Et tu n'as même pas une manœuvre de dire non, voilà, il y a d'autres choses, d'autres priorités. Donc voilà, ça c'est la réalité. Je parle d'une façon générale, ce n'est pas seulement la fondation, mais d'une façon générale, c'est ce qui se passe parce que, ça fait 20 ans qu'on travaille dans le développement, mais on ne touche pas vraiment ce développement. Je peux vous le dire franchement, il y a des projets qui ont des bâtis, qui ont été financés par des bailleurs de fonds qui sont vides maintenant. Il y a des équipements qui sont… Voilà, c'est la roue qui toujours la même chose et on duplique les mêmes projets, les mêmes programmes, mais avec une autre façon de faire, avec des outils, d'autres outils. Finalement, finalité, pardon, j'ai juste terminé, mais la finalité, elle est la même. Et c'est la question que je pose à tout le monde. Quel est l'impact de tous ces projets? C'est pour la population, soit migrante, soit la population locale. Merci, j'ai terminé là-dessus. Merci. Merci Sérachid pour cette intervention franche et directe. C'est bien c'est le moment, le Carrefour est fait, il est dédié à ça, de pointer du doigt les choses qui ne marchent pas dans une perspective constructive. Et comme ça, je pense ici, c'est cette année, cette édition, et c'est pour ça que cette édition est importante, c'est de réfléchir aussi en tant que membre de la société civile, et on est ravis aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont avec nous, qui suivent cette séance. Anna, tu disais, on n'a pas pu bien t'entendre. Est-ce que tu peux reprendre la parole et nous expliquer comment on peut améliorer tout ça? Oui, merci. J'essaye. Si jamais ça commence à avoir des soucis de son encore, vous me dites. Super. Alors, je disais, pour moi, je suis conscient des limites et des difficultés de l'agenda et de comment identifier les priorités. Je pense que à un moment donné, en tout cas, nous, en tant que Nabel, on est conscient du cadre sur lequel on travaille et c'est là à certaines limites, c'est clair. Mais en même temps, il y a quand même, moi, je dirais, un champ d'action assez large et on partage quand même un cadre de travail partagé qui pourrait vraiment permettre d'identifier des actions conjointes
on parle déjà de l'agenda 2030, mais d'autres cadres qui nous permettent quand même de travailler ensemble. Je dirais alors, première recommandation, essayons quand même de trouver des objectifs communs et je pense qu'on les a. Deuxième piste d'action, et en tout cas, je pense qu'au niveau des labels, on les fait, mais sinon, ça serait encore une recommandation supplémentaire, c'est encore d'identifier, valoriser cette valeur ajoutée de la société civile. Et là, on fait appel à cette collaboration avec la société civile tout en reconnaissant cette caractéristique liée à la flexibilité, l'agilité, la bonne connaissance de la population migrante, les relations de confiance qui ont été construites avec cette population, mais aussi l'identification, et je le disais dans mon première intervention, l'identification des difficultés et des défis qui se trouvent sur les terrains. Et c'est ça aussi pour moi la valeur ajoutée et la richesse d'une collaboration multi-acteurs où on peut retrouver organisations de la société civile, institutions publiques, agences bilatérales, où il y a vraiment c'est la création de ces espaces de dialogue pour faciliter l'échange d'informations et faire remonter effectivement les défis et les soucis au niveau du terrain. On disait tout à l'heure effectivement qu'il faut donner Madame Cristiani disait tout à l'heure, effectivement, le rôle central des personnes migrantes et réfugiées. Je pense que ça, c'est clair et ça devrait être fait au niveau de l'identification, mais aussi de la formulation des interventions avec un rôle beaucoup plus prioritaire, mais aussi de nos partenaires institutionnels et de la société civile. Et puis, je dirais, c'est vrai, soyons conscients de toutes les limitations qui existent, mais profitons aussi des opportunités que certains instruments ou opportunités nous donnent. Effectivement, il y a peut-être pas mal d'interventions qui sont penchées sur l'aspect sécuritaire, gestion des frontières, etc. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont beaucoup plus focalisés sur l'accès aux droits, sur la protection. Et là, je parle par exemple, si je parle au niveau des interventions d'Enabel, déjà avec un financement de l'Union européenne, on parle des interventions pour renforcer les voies légales d'émigration vers la Belgique à travers l'intervention de TAM ou la protection ou l'amélioration d'accès des personnes migrantes à travers les projets empowerment juridique des personnes migrantes. Je ne dis pas que ce sont des actions parfaites, mais juste de se dire, voilà, il y a quand même des cadres qui sont préétablis, mais même dans ces cadres-là, il y a quand même d'opportunités pour faire des choses qui peuvent effectivement aboutir à des résultats concrets dans les objectifs que je pense on partage les différents acteurs que nous sommes aujourd'hui autour de la table. Merci. Merci. Merci Anna pour cette expérience d'Enabel et par rapport à comment Enabel essaye de mettre en cause, d'harmoniser son agenda qui est propre et aussi des réalités du terrain et des projets qui sont devraient bénéficier en premier lieu aux premiers concernés, c'est-à-dire les personnes en migration ou les candidats en migration. Sarah Pristiani, comment peut-on améliorer les choses avec ce recul-là, avec ce travail, votre point de vue, avec cette vue globale que vous avez sur les différentes actions au niveau de la Méditerranée? Oui, puisqu'il s'agit d'une rencontre interactive, me permet justement de relancer sur ce qui vient d'être dit. Bien sûr, l'idée, ce n'était pas de dire qu'il n'y a que des projets de renforcement de gestion des frontières,
mais je vais absolument dans le sens de dire qu'il faut renforcer encore plus et rendre prioritaires les projets de protection et des mises en place des voies légales d'accès au territoire. Donc, vraiment, ce n'est pas à dire qu'ils sont absents, mais vraiment qu'il doit être de façon encore plus évidente, priorisée par rapport à celle de la gestion des frontières qui mène à des tragédies telles que je décrivais tout à l'heure. Je pars d'une perspective qui est celle d'un réseau tel que Remède Droit, sur quelles peuvent être les stratégies des ONG pour, de quelque façon, aussi maintenir et garder cette indépendance. Sûrement, une des approches que nous menons, c'est celle de l'approche régionale. La migration, c'est un phénomène absolument fluide, dont les conséquences dépassent les frontières d'un pays et aussi les frontières de la Méditerranée. Et donc, pour nous, vraiment, la réponse fondamentale est celle de pouvoir travailler de façon régionale avec un échange des bonnes pratiques et des actions qui peuvent être menées. Nous, par exemple, on a beaucoup de projets régionaux au niveau du Maghreb pour un échange de la société civile marocaine avec celle de la Libye, d'Algérie, de Tunisie, mais aussi avec un dialogue et un travail conjoint avec, par exemple, les associations européennes. Pour que justement une réponse globale et structurée puisse être mise en place. Donc ça, c'est sûrement une piste que nous menons et c'est une piste que vraiment nous soutenons. Un deuxième élément, c'est sûrement ce que je disais, partant de la conséquence de l'analyse du fait qu'il y a cet croisement entre la thématique de la migration avec celle par exemple, des droits économiques et sociaux. Nous vivons, par exemple, si on prend l'exemple du Maroc ou de la Tunisie, ils sont à la fois des pays de transit, des pays de départ. Et donc, c'est vraiment des politiques qui ont un impact à la fois sur la population locale et sur les migrants et les réfugiés. Une des réponses possibles, c'est celle de ne pas diviser, bien qu'il y ait bien sûr des caractéristiques spécifiques, mais d'essayer de réfléchir à des réponses et des actions qui puissent ne pas mettre en tension la population locale avec les migrants et les réfugiés, mais au contraire, avec des politiques qui peuvent donner des réponses pour améliorer les conditions de vie et le respect des droits fondamentaux à la fois de la population locale et des migrants et des réfugiés. Je pense qu'un très bon exemple, c'est la Tunisie, où on voit à la fois partir énormément des Tunisiens pour une crise sociale, économique et politique très importante, mais aussi on voit la Tunisie comme un point de départ de beaucoup des migrants subsahariens. Donc, on ne peut pas séparer les réponses, mais il faut vraiment avoir une logique et une réponse politique qui puisse vraiment avoir un impact sur les deux en même temps. Et bien sûr, ça a été dit, mais je pense que vraiment c'est important, partir d'une analyse des résultats et de l'impact sur les terrains pour pouvoir ensuite réfléchir à quelles sont les actions long terme et aussi croiser celles qui sont les différents instruments d'action et du coup mettre ensemble les différents acteurs. Par exemple, nous, on travaille beaucoup à niveau des actions des plaidoyers, des communications, des contentieux stratégiques, mettons ensemble autour de la même table des chercheurs, des représentants de la communauté migrants et réfugiés, des représentants de la société civile, des journalistes, des spécialistes d'autres thématiques, mais qui ont une relation avec la migration. Donc, c'est des dialogues, j'appellerais presque intersectionnel et transversal et fondamental. En tant que Remède Droit, on a aussi une autre approche transversale qui pour nous c'est fondamental, c'est l'approche des genres et qui permet d'avoir une vision beaucoup plus complexe du phénomène de la migration et des spécificités qui la caractérisent. Donc voilà, ça c'est des pistes du perspective de la société civile vue d'un réseau qui agit sur tous les bassins de la Méditerranée, qui essaie vraiment de faire communiquer un échange aussi des bonnes pratiques et des actions, autant des associations du Liban avec des associations marocaines, mais des associations italiennes avec des associations algériennes. Ce dialogue autour de la Méditerranée, tout en ayant un regard aussi vers Bruxelles, où nous sommes basés. Et bien sûr, on est basé aussi au Maghreb, mais cela permet vraiment un échange constructif et un regard beaucoup plus complexe sur ces phénomènes. Je me permettrai aussi de donner deux pistes, qui pour nous, c'est important aussi, des pistes presque des conseils aux bailleurs des fonds de la mise en place
aussi de leur soutien. La prise en considération c'est qu'on considère un rétrécissement de la société civile, donc un espace limité d'action et d'une criminalisation croissante. Ça, c'est des éléments qui doivent être pris en considération justement pour un appui encore plus important. Et aussi, parfois, la nécessité, on voit souvent soutenir des activités, mais parfois, pour mettre en place des activités, il faut aussi soutenir les fonctionnements des associations pour qu'elles puissent garder leur survie et leur indépendance face justement à ces contextes de rétrécissement de la société civile et souvent des violations des droits fondamentaux qui touchent à la fois migrants, réfugiés et la population locale. Donc, cette regard double sur à la fois la population locale et les migrants réfugiés et la société civile est fondamentale pour pouvoir donner une réponse adéquate à un défi de telle importance. Merci Sarah, merci. Donc on note ces recommandations avec les autres recommandations émises, et c'est important de pouvoir aussi recueillir des propositions concrètes pour améliorer ces relations des bailleurs et de la société civile. J'ajouterai une dernière, si vous permettez, moi en tant que modérateur, c'est de limiter aussi, si on n'a pas besoin de fonds, on peut travailler aussi en tant que bénévole. Pas toujours, on a aussi inculqué cette culture du financement. Si on n'a pas vraiment besoin de fonds, si on peut s'appuyer sur les bénévoles, la société civile, bénévoles et militants, qui a dans la région principale pour le Maroc, qui a réussi beaucoup de choses. Certains vont dans la difficulté, mais on a réussi des choses. Maintenant, on va ouvrir la discussion avec nos participants. Je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouvez juste lever la main avec ici, ou bien envoyer un petit message sur la discussion. Vous pouvez vous présenter, vous activez votre micro, vous présentez, vous posez une question, s'il vous plaît. Comme le temps est limité, je voudrais recueillir le maximum de questions, donc d'éviter les interventions longues. Je ne vois pas de questions, je crois, pour le moment. Oui, il y a deux. Moi, je vois Franck, il y a deux mains levées. Deux mains levées, d'accord. Alors, donc, il y a Hassan et Franck. Donc, on commence avec Franck Lianga. Si vous pouvez prendre la parole et poser votre question. Oui, on en prendra 3 questions à chaque fois. Oui, bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un problème de son avec Franck, peut-être. Mais il y a de l'écho, en fait. Des échos, c'est pas chez moi, non. Il y a un autre appareil qui fait des échos, là. On prend Hassan Ammari. Oui, bon, vous m'écoutez? Très bien. OK. Bon, merci Haer Chboul pour cette occasion-là afin de partager avec vous quelques questions, quelques soucis sur ce sujet-là qui me paraît très, très, très important, surtout la question de relation de la société civile avec les bailleurs de fonds. Donc, ça fait plaisir de voir Sarah, Anne, Thomas et Rachid et Salah. Donc, ça fait un grand plaisir dans ce plateau-là.
Ma question ou mes soucis, quelques soucis qui me préoccupent autant que quelqu'un que j'ai passé presque 22 ans à travailler sur la question de la migration et surtout avec la société civile et qu'une grande partie que j'ai passé que de bénévolat. Donc, c'est rarement que j'ai travaillé avec quelques associations dans le cadre des projets. Mais parmi les soucis qui me préoccupent beaucoup, c'est la question de cette relation qui est horizontale et transversale. Donc, les bailleurs de fonds ou les associations qui font les bailleurs de fonds européens ou européens, je dis bien européens, et les associations qui font la médiation et les associations porteurs de projets. Quels sont les critères qu'on prend en considération pour les appels de projets, sachant que je ne vais pas généraliser, mais je trouve, durant ma petite expérience, ma modeste expérience, que 90% des associations sont parachutées, ils n'ont rien à voir avec la thématique, et en plus, on leur donne des financements qui sont énormément. Cependant, quand je parle de la société civile, je parle de 4 principes. Il faut qu'on parle de 4 principes. Est-ce que ces 4 principes sont pris en considération? La question d'engagement, principe dans l'association, la crédibilité, la transparence et la question de l'approche participative. Donc, est-ce que ces questions-là sont prises en charge, surtout quand je parle de Oujda, je parle de Oujda, de la région de l'Oriental, il y a énormément d'argent, mais comme il a dit Rachid, et je le salue beaucoup, quel est l'impact? Cependant, dans la période de pandémie, il y avait beaucoup de programmes, beaucoup de projets, cependant qu'il n'y avait pas d'impact. Quels sont les indices avec lesquels on mesure ces impacts? La question de suivi. La question de suivi, ce que j'ai vu, j'ai vécu, c'est pas j'ai vécu, j'ai suivi de loin, mais c'est de plus près. Le suivi des rapports d'évaluation, comment ça se fait, la question de fonctionnement et surtout le fonctionnement financier et la question des équipes de travail, comment on travaille, l'association, comment ils travaillent. Et ça, ce sont je ne vais pas parler de la question de l'agenda parce que pour moi, il y a beaucoup d'agendas. Il y a l'agenda des coopérations, comme je parle de la coopération JEZ, coopération suisse, coopération allemande, la JEZ, de coopération française, tout ça, et comment les États qui sont, par exemple, les États marocains, tunisiens, comment ils influencent leur politique pour ces agendas-là. Pour faire la pression. Et la dernière question qui me préoccupe beaucoup, c'est la question de l'hémorragie. L'hémorragie, quand je dis l'hémorragie financière et l'hémorragie des ressources financières. Parce que maintenant, en ce moment-là, pas en ce moment-là, ces dernières années, ces 5 ans-là, les associations, les ONG sont devenues comme des entreprises. Ils ne bougent pas sous une philosophie de bénévolat et de faire un travail humanitaire. Cependant, ils se bougent vers ce qu'on appelle les projets et le financement. Ce qui les préoccupe, le financement, et même il y a les détournements de fonds. Et je peux vous donner des exemples qui sont vraiment choquants. Donc, c'est ça mes quelques questions. Et il y a le duplicata. Il y a le duplicata, comme vous avez du duplicata des projets. Par exemple, à Oujda, je peux vous donner qu'il y a 4 projets qui sont duplicata de 4 associations, les mêmes, mais l'impact, comme il a dit Rachid, l'impact, on ne le voit pas. Donc, ça, ce sont des questions qui me préoccupent beaucoup et dont j'ai vécu vraiment des moments jusqu'à que j'arrive au traumatisme dans ce cadre. Cependant, il y a le regressement des associations de bénévolat, des associations humanitaires qui défendent les droits de l'homme. Et maintenant, tout ça est devenu un business, un grand business pour les associations. Et ça, il faut être clair. Merci. Salah, je m'excuse d'avoir pris un peu la parole. Merci. Non,
Comme ça, on laisse la parole aux intervenants pour y répondre. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, qui sont intéressantes et qui rejoignent le constat qu'a fait Rachid Bedoun. On reprend Franck si le micro marche. Ça va maintenant? Oui, oui, oui. Ok, merci beaucoup. Je remercie Henri Schibel et le directeur Bouquet pour cette intervention ou cette rencontre Carrefour de la migration pour sa 5e édition. Merci beaucoup, directeur. Merci toute l'équipe d'Henri Schibel et merci tous les participants à ce panel d'aujourd'hui qui est vraiment très intéressant. Moi, je vais me baser sur, j'ai une préoccupation et j'ai souvent l'habitude de partout déposer cette préoccupation qui, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Quand je prends les panels, c'est dit que la relation entre la société civile et les bailleurs de fonds étrangers, qui fixe l'agenda? Les intervenants ont parlé de l'agenda, je ne reviendrai pas là. Ma question est la suivante. Nous savons très bien que le bailleur de fonds, la main qui donne est toujours la main qui domine. Donc, quand on voit les financements sont donnés par ces bailleurs de fonds et à en croire la réalité, ce sont toujours ces bailleurs de fonds qui financent, qui fixent les agendas. Ça, c'est ce que moi je vois. Les cas de l'Union européenne qui finance la société civile, qui finance pas mal des ONG, et souvent, l'agenda est fixé par l'Union européenne. De deux, ces associations ou ces ONG, c'est la société civile, ne savent pas comment résoudre leur situation étant donné qu'ils sont soumis à des exigences de la part de ces bailleurs de fonds-là. Donc, la dépendance financière, jusqu'à ce qu'elle continuera à exister, donc l'agenda sera fixé toujours, ou les agendas seront fixés toujours par les bailleurs de fonds. Donc, ma préoccupation maintenant est la suivante. Quelle est maintenant la stratégie de la société civile pour éviter cette dépendance de bailleurs qui soumettent leur financement par des exigences? Comme je l'ai dit, parce que la main qui donne, c'est la main qui domine. Donc, c'est la main qui a toujours le droit de veto. Et maintenant, la société civile qui est dépendante de bailleurs de fonds. Parce que la société civile n'a pas l'argent. La société civile dépend de bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds-là fixent leurs agendas. Et maintenant, pour que la société civile soit indépendante, quelle est la stratégie que la société civile adopte ou doit adopter pour ne pas être dépendante de bailleurs de fonds qui leur soumettent des exigences pour le financement? Parce que aussi longtemps que la société civile continuera à être toujours dépendante, en tout cas, les agendas seront toujours fixés par ces bailleurs de fonds et la société civile n'aura pas quoi dire, quoi faire, parce que c'est normal. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci pour ce partage de préoccupation qui est tout à fait légitime et l'ODT migrant a une longue expérience et connaît bien le terrain. Donc, on prend une question de Bauke qui a demandé aussi de poser une question. Donc, Bauke, vas-y. Merci beaucoup. Donc, c'est plus un petit commentaire, vu que nous, en tant que Fondation Heinrich Böll, encore faire partie de toute cette problématique-là. On est aussi dans une façon bailleur de fonds, même si on ne nous considère pas comme bailleur de fonds. Et je voulais juste dire qu'il y a aussi un élément qui est une logique administrative qui fait que les bailleurs de fonds priorisent souvent donner l'argent à des associations déjà assez professionnalisées, assez grandes, justement parce que c'est plus facile d'administrer l'argent et souvent ces exigences administratives sont assez élevées qui fait qu'il est vraiment difficile de financer, de soutenir des structures plus petites, pas autant professionnalisées que d'autres. Et c'est aussi quelque chose qui arrive dans notre travail, même si on cherche
d'éviter ça et vraiment aller aussi au soutien des petites structures qui sont juste en train d'émerger. Mais si je vois d'autres bailleurs de fonds ou d'autres agences, là, je vois que les exigences administratives sont tellement élevées que pratiquement, ils vont que donner des fonds à des associations qui peuvent délivrer tous les justificatifs en bon et due forme. Et ça reflète aussi un peu, dans quelque part, une logique des bailleurs de fonds qui sont contents de dire, en Allemagne et dans d'autres pays européens, de dire on a donné tel ou tel fonds à la société civile, mais c'est plutôt pour un argumentaire de dire on a fait quelque chose, on a donné l'argent, et si on parle d'impact, c'est peut-être sur une autre page, c'est justement, on a tous les justificatifs, c'est en bonne et due forme, et peut-être on ne... peut-être pas autant important toujours de voir vraiment les résultats, parce que des fois, on se demande vraiment pourquoi il n'y a pas plus d'évaluation d'impact aussi des grandes agences des pays européennes sur tout le travail qu'ils ont financé. Et justement pour dire que certainement, il y a aussi une agenda politique derrière beaucoup des engagements financiers, mais souvent, c'est peut-être même pas une agenda politique, mais plutôt des exigences administratives qui fait que les fonds sont plutôt utilisés pour des fins facilement à administrer à travers des associations qui sont plutôt professionnelles, plutôt grands, et peut-être pas forcément les acteurs les plus connaisseurs du terrain. Merci. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et de rappeler aussi que des fois, les contraintes aussi de la taille des ONG et des organisations déterminent ou prédéterminent les financements pour des raisons aussi de pratique du fonctionnement même de ce système financier. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va revenir vers nos panélistes et intervenants. Je crois qu'ils auront des choses à ajouter, à de compléter pour si on n'a pas d'autres. Donc, on démarre avec Anna, peut-être. Quelque chose, Saïdi? Oui, rapidement, si tu peux. Rapidement. Oui, justement. Donc, je suis d'avis avec le directeur, ce qu'il vient de dire, il y a les associations professionnelles. Tout à fait d'accord. Mais les petites associations, il faut qu'ils acquièrent aussi une expérience. Mais comment ils doivent avoir l'expérience s'ils ne sont pas financés et s'ils ne font pas des rapports? Et si on se contente seulement de financer les associations professionnelles, les grandes associations, pour que les petites associations se contentent des miettes, alors comment est-ce que nous aurons l'expérience pour devenir aussi professionnels? Ça aussi, il faut penser à ça. Donc, voilà, si on nous laisse toujours en bas de la chaise pour dire on donne seulement aux professionnels, ceux-là vont se contenter des miettes, c'est pas mal parce qu'ils sont professionnels, mais nous aussi, on veut être professionnels. Alors, si on ne tient pas compte de nous, donc on ne sera pas professionnel, on sera toujours dans des conditions que nous sommes jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Merci. Merci Franck pour ce complément. Donc, on prend Anna, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez peut-être interagir, comme on est dans un panel interactif, on va essayer d'interagir avec ces remarques et compléments de la société civile. On a écouté Hassan Boujda et Franck et Banquet. Ok, merci. Bon, moi, peut-être juste un petit commentaire du partage, en fait, des soucis en termes de l'impact et de suivi des interventions. Je pense que ça, c'est un élément clé, surtout quand il y a effectivement énormément de fonds qui sont alloués à cette thématique-là. Je pense qu'en tout cas, nous accordons quand même beaucoup d'importance à la question de la gestion axée sur les résultats et je pense qu'un des défis aussi au niveau du domaine de la migration, c'est la question de l'accès aux données et vraiment comment pouvoir assurer un suivi des qualités pour vraiment bien mesurer l'impact des interventions. Et c'est là où encore j'insiste sur cette collaboration
nécessaires au niveau des organisations de la société civile aussi pour faire remonter les informations au niveau central et stratégique des décideurs publics. Si je parle par exemple d'un cas concret, dans le cadre du projet Amoudou, nous travaillons en partenariat avec la Direction des affaires de la migration. On accompagne les efforts de suivi de la stratégie nationale d'immigration et d'asile au niveau de la formation professionnelle et de l'emploi à travers les mécanismes de gouvernance de l'ASNIA avec les comités de pilotage. Et en fait, la participation des organisations de la société civile à ces comités, programmes de formation professionnelle et d'emploi a quand même un impact très, très positif et a permis quand même de faciliter ou de rapprocher les réalités du terrain des décideurs publics ou des agents publics qui mènent les politiques publiques quotidiennement. Du coup, déjà, le fait de créer ou de renforcer la participation des organisations de la société civile d'un côté dans les espaces institutionnels et formels qui sont sur place pour le suivi de la stratégie nationale, je pense que c'est important. Après, la création d'autres espaces qui permet ce type d'échange, je pense que c'est important. Et sinon, je pense aussi que M. Bok évoquait tout à l'heure les défis que nous avons parfois quand il s'agit du financement des initiatives de la société civile en termes de lourdeur, de procédures. Moi, si je pense au sein d'Enabel, déjà les exigences qu'on a aussi pour nos organisations partenaires de la société civile en termes de gestion administratives, etc., sont très lourdes. Et ça, il faut les reconnaître. Et c'est quelque chose avec lequel on doit vivre, on va dire, et trouver des pistes de surmonter quand même ces défis-là. L'autre défi, c'est aussi la durée des interventions. Du coup, nous, par exemple, comme je disais, la collaboration qu'on établit avec les organisations de la société civile, c'est fait dans le cadre des projets que nous mettons en œuvre, déjà avec une durée du temps assez limitée. Il nous permet d'établir des collaborations avec les organisations de la société civile encore pour une durée du temps encore plus réduite. Du coup, ça veut dire que pour moi, ça c'est un des défis et encore une piste de réflexion et d'amélioration pour la collaboration entre agences bilatérales, bailleurs de fonds et société civile. C'est en fait le fait de pouvoir explorer des pistes pour établir des partenariats à long terme qui permettraient à ce moment-là vraiment des changements avec des changements plus durables et avec probablement un majeur impact. Voilà, c'est juste quelques idées à partager avec vous. Merci. Merci Anna pour ces idées et propositions concrètes. On prend Rachid Bedouli. Rachid, peut-être un mot de la fin pour clôturer ce panel. Votre micro. Voilà, désactivé. Oui, pour le mot de la fin, je peux dire que merci d'abord pour ce sujet que vous avez choisi. Cette thématique, elle est vraiment intéressante parce que je remercie tous les intervenants, surtout c'est Hassan parce que son intervention était pertinente. Vous savez, on peut raconter tout le baratin qu'on veut. C'est comme si on dit, il fait beau, tout va bien, c'est la même chose. C'est un baratin qu'on raconte. Il ne faut pas se mentir. Il faut dormir avec une bonne conscience. Pour dormir avec une bonne conscience, il faut dire vraiment, qu'est-ce qu'on fait? C'est du bien ou du mal? Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas la peine de dire, voilà, nous sommes des bailleurs de fonds, des agents qui ramènent de l'argent, etc., mais avec qu'on donne des compétences, qu'on transfère des compétences, qu'on agit sur le plan de développement, qu'on fait beaucoup. Non, ce n'est pas ça. On est loin de ça parce que moi personnellement, comme si Hassan a travaillé bénévolement chez le comité depuis 20 ans, il y a d'autres qui vraiment sur le terrain, on alerte, on n'arrête pas d'alerter. Il y a comme les professeurs, les chercheurs qui n'arrivent même pas à trouver de financement pour faire les études, les enquêtes réellement, même les enquêtes et les études qui ont été réalisées à côté de moi, même par
Vraiment, ce sont des études, vraiment, parce qu'avec peu de moyens, on n'arrive pas. Je suis désolé de vous dire, et même, il faut répondre à la question de Hassan par rapport au travail horizontal, même des bailleurs de fonds. C'est-à-dire de dire, voilà, puisqu'il y a une thématique de la migration, on a Enabel, on a la GIZ, on a l'Union européenne, on a. Mais, comme je répète, qu'est-ce que vraiment, ce qu'on réalise touche aux bénéficiaires? Est-ce que tous ces migrants, on les sort vraiment de la détresse? C'est ça la question. Quand on voit des femmes, violences sexuelles, on en a plein. Quand on voit la traite, on parle de la traite, on parle des mineurs non accompagnés. Chaque agence, chaque bailleur de fonds va te dire, voilà, en coopération, en société civile, va te dire, voilà ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait. Mais ce qu'on fait réellement, je peux vous dire franchement, non. Non. Parce qu'on n'a pas 100 000 migrants, on n'a que 15 000, on n'a que 10 000. Que 15 000, entre 15 000 et 25 000, on n'arrive même pas à se faire. Comme il a dit, c'est Hassan, pendant le coronavirus, les gens étaient dans la rue de détresse, il n'y avait rien, ni agence, ni société civile. C'est là on a touché vraiment, réellement, qu'on est loin de la réalité. Voilà ce que je peux vous dire. Merci et je vous souhaite bonne soirée. Ciao, ciao. Merci Rachid et merci d'avoir appelé la dure réalité aussi, d'insister sur l'impact et que si projet il y a, ben, ils doivent bénéficier au premier intérêt. Ce sont les personnes en migration, réfugiés ou migrants. Sarah Prestiani, un mot de la fin pour clôturer ce premier panel. Oui, non, peut-être il y avait deux questions qui étaient posées. J'aimerais bien donner des débuts des réponses. Un, c'était comment justement la société civile peut garder son indépendance face aussi souvent à un agenda qui pourrait être imposé par les bailleurs. Je crois que je reviens un peu sur ce que je vais dire, mais pour les souligner vraiment, c'est l'identification d'un agenda qui met en avant quelles sont les priorités qui émergent du terrain. Et voilà, je vais citer des thématiques qui, pour les acteurs du terrain et pour qui travaillent depuis des années sur la migration, résultent aujourd'hui évidents et qui souvent ne sont pas assez pris en compte. La question voilà, de la situation des migrants aux frontières, la question des refoulements, la question de l'augmentation des morts, ça, c'est tous des questions. Et donc, voilà, la définition d'un agenda permet en quelque façon de tenir une ligne aussi sur son propre agenda et pas se faire influencer. Deuxième chose, je pense qu'il y a aussi une réponse nécessaire qui est celle de la multiplication des bailleurs, justement pour qu'il n'y ait pas un bailleur principal qui puisse influencer l'action d'un acteur de la société civile, mais voilà, la multiplication permet justement de pouvoir avoir un espace aussi de liberté. Et plus en général, au-delà des questions qui ont été posées, et aussi par rapport à ce qui était dit, la nécessité de partir des résultats sur le terrain. Et quand on parle des résultats sur le terrain, c'est la réalité des migrants et réfugiés. Quelle est la condition de respect des droits fondamentaux, quelles sont leurs conditions de vie, et donc partir toujours de ces éléments-là pour proposer des projets qui sont relatifs à ces thématiques et ne pas suivre des agendas qui sont souvent liés à des intérêts géopolitiques qui n'ont rien à voir souvent avec la migration et qui sont dictés souvent bien loin de là où les migrants et les réfugiés se trouvent. Donc voilà, ça sûrement, ça peut être une proposition qui rassemble un peu une optique qui part vraiment de la réalité des faits, de la réalité de la migration et pas simplement des agendas qui sont dictés par des personnes qui souvent ne connaissent absolument pas la réalité de la migration et de l'asile. Merci Sarah Prestiani du réseau Euromed pour ce mot de la fin. On prend Thomas de l'Université d'Amsterdam. Professeur, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, merci pour le partage de vos réflexions cet après-midi, c'était très intéressant. Je crois que au centre de nos réflexions cet après-midi, il y a une ambiguïté, une certaine tension, parce que on parle sur l'indépendance de la société civile, mais évidemment, les bailleurs de fonds ont leur raison à eux
à fonder des ONG. Alors, il y a une tension, je crois, fondamentale entre le désir et la nécessité de l'indépendance de la société civile et l'agenda évident des bailleurs. Parce que pour donner de l'argent, les bailleurs ont besoin d'un certain agenda. De mon perspective un peu particulière de chercheur académique, dans le champ de migration, il y a des relations très étroites entre les politiques étatiques et la recherche scientifique, parce que les recherches académiques se portent sur les politiques de migration et cherchent parfois à influer ces politiques. Mais cette relation très étroite entre politique et recherche implique aussi que quand on vise à changer le discours très eurocentré en politique de migration soi-disant internationale, un des moyens qu'on pourrait utiliser est d'agrandir la partie des publications académiques venant du Sud mondial, du Global South. Alors, une des stratégies pour changer le discours international, mais en fait très eurocentré, pourrait être d'accompagner et de soutenir des chercheurs du Sud mondial à prendre leur place dans le discours académique qui est étroitement lié à la politique internationale, mais c'est seulement à condition que ces recherches venant du Sud mondial sont vraiment indépendants et ne sont pas liées aux agendas européens ou onusiens. Mais même dans ce cas-là, je crois que la tension reste et est à naviguer. C'est difficile. Oui, Saladine, c'est Hélène. Bonjour. Comme l'ordinateur ne m'appartient pas, ça sort plutôt. Donc, c'est moi. Est-ce que je peux prendre la parole? Tu me donnes la parole? Alors, c'est Hélène? Oui, c'est Hélène, oui. Est-ce que ça vous dérange? Comme ça, on va clôturer, parce qu'on a fait 1h30 de débat. On aura l'occasion de revenir avec vous. Pour intervenir sur quelque chose qui me tient à cœur. Allez-y. Alors, je vous remercie d'abord. C'est un espace extrêmement riche. Donc, moi, je reviens toujours sur la non-autonomisation des associations du terrain, surtout des associations des migrants. Concernant les bailleurs de fonds, il y a des exigences, mais on ne va pas rester éternellement sous ce joug de notre non-indépendance. Donc, qu'on essaye aussi de nous donner la chance dans cette optique du fait que nous, on fait plus le terrain. Et ces associations que vous dites, qui ont des expériences de fonds, elles nous exploitent pour pouvoir aller de l'avant. Mais pourquoi ces bailleurs de fonds ne peuvent pas nous donner cette chance aussi, donner des petits fonds en nous essayant pour voir quelles sont les bonnes pratiques et nos savoir-faire, puisque nous, on est plus sur le terrain que tout. Donc, on connaît ce qui se passe sur le terrain. On est proche de ces migrants. On connaît les bonnes manières. On connaît tout. Mais nous sommes toujours mises en arrière, c'est-à-dire on ne nous considère pas, ces bailleurs de fonds. Ils disent, je ne sais pas, les termes qu'ils emploient pour qu'on ne soit pas éligible dans les financements. Mais dans toute chose, quand l'enfant est là, il faut apprendre à l'enfant à marcher. L'enfant marche déjà, donc il faut lui apprendre aussi à aller de l'avant. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne peux pas... Merci Hélène. Oui, on a passé du temps et demain, on reviendra dessus. C'est-à-dire, je suis tellement déçue. Tout à fait. On aura tout le temps demain pour bien approfondir cette discussion. Et là, c'est un peu en prélude de la discussion de demain qui va concerner le travail et la relation entre la société civile, les bailleurs et les pouvoirs publics. D'abord, je remercie les invités, Sarah Prisciani,
Je remercie Rachid Bedouli. Je remercie Thomas Bauer de l'Université d'Amsterdam, Anna Polanco d'Enabel. Malheureusement, Papa Dembefal n'a pas pu être parmi nous. Je remercie les intervenants aussi, les amis de la société civile qui ont pu intervenir. C'est un débat très riche. Ça a montré, comme a dit Thomas, qu'il y a de la tension, il y a une tension, il y a des agendas qui sont différents et il faudrait pouvoir trouver et démultiplier ces espaces de discussion. On aurait aimé avoir plus de bailleurs de fonds, mais malheureusement, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas répondu présent, mais c'est pas grave. Je pense que c'était un moment intéressant. On va le prolonger demain avec, encore une fois, des représentants de la société civile, du continent, du Maroc et du reste du continent pour discuter de cette relation et de la place de la société civile. Je crois, et ça c'est un avis personnel, je crois qu'on est à un moment où il faut refonder le mouvement associatif travaillant sur les questions migratoires qui a atteint un âge, disons, de maturité et aussi il faut à un moment se poser des questions par rapport à nos relations avec les bailleurs, par rapport au bénévolat, par rapport au militantisme, par rapport à ces questions-là, pour pouvoir redémarrer un mouvement migratoire dans le contexte du Covid, qui est, comme a dit Rachid Bedouli, très difficile, où les gens beaucoup souffert, les personnes en migration irrégulière des Marocains, beaucoup de naufrages, donc la migration irrégulière des Marocains devient un enjeu majeur, et on a un durcissement des politiques européennes. Tout ça devrait replacer le travail de la société civile marocaine qui travaille depuis le Maroc autour des questions migratoires. Donc, je vous invite demain pour un nouveau panel, un autre panel, sur le Zoom, qui est samedi, d'ailleurs chez la réserve qui soutient tout ce travail. Il y a des soucis maintenant. On vous entend très mal, Salahdine, mais j'imagine qu'il souhaite vous inviter pour le panel de demain qu'on aura sur la relation tripartite et ce sera encore à 16h. Je crois que vous avez tous et toutes les liens. Je crois que Salahdine, il est parti carrément. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et on espère vous revoir demain. Après, il y aura toujours une suite de notre programme. Il y aura aujourd'hui à 19h la présentation de 2 livres de Aminata Pani et de merci à toute l'équipe, merci tout le monde. C'est un plaisir de vous. Pardon, Salahdine, je t'ai pris la parole parce qu'on n'arrivait pas à entendre. Ah oui, il y a la présentation du livre aussi, 2 livres. La rencontre littéraire à 19h avec Aminata Pani et Cheikhana Diagana à 19h. Et on va parler un peu de migration, mais du point de vue littéraire, de la littérature. Ça va être un live Facebook, donc vous pouvez suivre sur le Facebook Live. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir et merci Au revoir, pour avoir participé. Bye bye, à demain. Shukran, merci, shukran. Demain, là, on va.